Un réveil en notre compagnie, en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci de nous regarder régulièrement et de suivre tous nos programmes. Nous sommes donc le mercredi 15 septembre. Nous serons ensemble jusqu'à 10 h du matin avec nos invités et des thématiques intéressantes. Nous allons commencer par la météo dans un tout petit moment. Amel Laribi est prête. Elle va nous donner les nouvelles du ciel, surtout très attendues ce matin. Après cette vague aussi donc de vent, de terre, de pluie, enfin un mauvais temps hier et surtout de chaleur sur Alger en particulier. Alors on parlera de régime alimentaire et son incidence sur la Covid-19. Nous saurons un peu plus comment il faut bien s'alimenter, comment il faut s'alimenter pour éviter peut-être d'être contaminé par le virus. En tout cas, comment optimiser ses chances et surtout booster notre potentiel donc immunitaire. Nous aurons aussi à retrouver comme chaque semaine en fait, mais là elle fait son grand retour, c'est Aïda Mchri dans sa rubrique psychologie. On va la retrouver avec grand plaisir et elle attaque le sujet de l'addiction aux tablettes, aux écrans bien sûr, chez les enfants juste avant la rentrée bien entendu. Elle va nous en parler en détail et comment traiter et éviter justement cette addiction aux écrans. Nous aurons le plaisir aussi d'accueillir un artiste peintre et oui, la culture, ça y est, fait son apparition également avec une belle exposition. Notre artiste céramiste et pas des moindres, Nordine Hamouche, sera parmi nous pour nous parler donc de son exposition. Et puis on terminera avec un jeune dynamique qui lui représente une association de Biskra, Biskra Taqra. C'est une association donc de jeunes qui sont dynamiques, tout ce qui touche à la culture, et surtout au savoir. Il va nous parler des différentes startups et surtout de ce concours qu'ils vont organiser, qu'ils ont appelé Hackathon. Nous en saurons plus tout à l'heure sur notre plateau avec lui. Bien sûr, ça sera ponctué de reportages, de chansons, et puis on va retrouver Amel Laribi tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors hier, Amel Laribi partait sûrement chez elle, mais elle était accablée donc de questions. Oui. On l'appelait de partout, on l'a questionné. C'est quoi ce temps et pourquoi il fait comme ça? On l'avait annoncé hier, hein, on l'a dit. Hein. Oui, bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, c'était un temps qu'on avait prévu. C'est un flux de sud-ouest. Vous l'aviez annoncé hier déjà. On l'a dit. On ne va pas nous dire qu'on ne l'a pas dit. Hein. Oui, et puis vous aviez même annoncé ce fameux vent de sable qui allait arriver près des côtes centres et c'est ce qui a été le Il y avait deux bulletins un peu spéciaux. Oui, deux vigilances, une canicule et l'autre concernant les vents vers l'intérieur ouest et centre. C'est ça. Et, et aujourd'hui aussi, on a une autre vigilance orange concernant les températures, mais plus du côté de Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Taraf, où les températures vont dépasser les 42 degrés. D'accord. Voilà. Et pour hier, il y avait le sable qui nous venait du Sahara. Hein. C'est un flux de sud-ouest qui est remonté jusqu'aux côtes. Voilà. Un temps qui faisait peur. En plus de cette chaleur, cette lourdeur, pour les personnes malades, les personnes qui ont donc de l'asthme, asthmatiques, c'est très difficile. Les allergies aussi. Moi aussi, vu mon cas hier. Oui, c'est très difficile. C'était donc dur. il fallait rester chez soi ou alors bien sûr tout bien s'hydrater, tout fermer, et éviter bien sûr de sortir si on n'a pas bien sûr si on n'avait rien des obligations à faire. Franchement, il fallait rester à la maison. Très bien. Bon, voilà. Aujourd'hui, sur Alger, par exemple, une petite accalmie. Une petite accalmie. Une petite accalmie. Allez, on vous laisse présenter votre bulletin. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, une petite accalmie se fait sentir, mais toujours des vents de sable sur les régions intérieures ouest et centre, mais qui ne vont pas remonter près des côtes, je vous rassure. Mais on aura un ciel partiellement voilé près des côtes centre et est. Quelques pluies attendues, parfois orageuses sur les côtes ouest. Des vents assez forts vers l'intérieur ouest et centre qui peuvent engendrer quelques soulèvements de sable et particules de sable en suspension, avec des orages sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures qui peuvent engendrer quelques pluies par endroits. La moitié sud souvent voilée sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, le Bécharoua, également le Sahara central, avec une tendance orageuse sur le Bécharoua qui peuvent engendrer quelques pluies aussi par endroits. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent.
Vers l'extrême sud, le Ghat Tassili, le Sahara oriental, les oasis, avec toujours 2 fréquents soulèvements de sable. Sur le Bécharoua, le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, seront caniculaires cette fois-ci, mais plus vers l'est, plus exactement Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba Tarf, où les températures dépassent ou atteignent les 42 degrés. Donc pour aujourd'hui, on aura 41 degrés du côté de Tizi Ouzou, Béjaïa, Annaba, 42 du côté de Tarf, 38 Constantine, 34 degrés à Alger, 32 à Annaba, Djelfa, 29 degrés à Oran, 35 Rolizane, 28 du côté de Tlemcen, 34 degrés à Al-Bayad, au sud 36 Tamanrasset et Janet, 38 degrés à Béchar, 39 Biskra, 41 degrés vers Gardaya, 44 vers Ingza, mais le maximum cette fois-ci à Drari Salah et Bourj Bedi Mourtar avec 45 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre, 20 à 40 km/h sur les côtes est de secteur est. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où on aura des pluies saisonnières accompagnées parfois d'orages à Abidjan, à Abuja, également à Addis Abeba et Nairobi, partiellement voilées à Bangui, Kinshasa, peu nuageux à Antananarivo, un beau soleil par contre à Windhoek, Lusaka, passagèrement nuageux vers le Cap. Côté Mercure, eh bien, on relèvera un minimum de 16 degrés vers le Cap, 20 degrés à Addis Abeba, 26 Nairobi, Antananarivo, 34 le maximum Lusaka, également Kinshasa, 32 degrés à Bangui en passant par les 29 degrés à Abuja. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel d'aujourd'hui, sur Alger, mais partout, bien sûr, sur le territoire national, grâce à Amel aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, j'espère qu'on aura aussi notre prévisionniste. Exactement. Pour avoir donc plus de détails. C'est vrai que c'est important aujourd'hui, toutes les voitures avaient la même couleur. Exactement, on ne savait plus aller où la voiture de l'autre. Et il paraît qu'on dit que le ciel est comme ça, il est très électrique, chargé, donc il faut faire très attention. Il peut y avoir des étincelles et peut-être même s'il y a un petit éclair, ça peut avoir des conséquences. Faire très attention. Donc les recommandations, c'est bien sûr bien s'hydrater. Si vous avez une mauvaise visibilité, vous êtes donc en route, faites très attention. Voilà. Allumez vos feux bien sûr et faites très attention. Feux de détresse, oui, bien exact. Sûr. Voilà. Alors donc vous avez annoncé qu'il allait faire pas mal aujourd'hui. Ça va. Plus ou moins. Un temps plus ou moins clément par rapport à hier. Vers l'intérieur ouest et centre, on aura toujours quelques particules de sable. Voilà. Donc soyez très prudents. Très bien. Alors, on va prendre justement notre prévisionniste. Elle est au bout du fil. C'est Madame Houaria qui est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Houaria. Bonjour. Bienvenue parmi nous ce matin. Merci à vous. Voilà, il était important d'avoir donc des nouvelles et surtout après ce que nous a donné comme prévision Amel, vous êtes là aussi pour appuyer justement pour ce qui est donc du temps d'hier. Ça a été un peu spécial. Effectivement, donc la situation d'hier, c'était une situation un peu spéciale par rapport à un mois de septembre. Oui. Parce que ce genre de situation, on les vivait surtout quand on approche le mois d'octobre même, et même des fois le mois de février. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de sable qui s'est soulevé, surtout sur les régions intérieures de l'ouest du pays. Donc le soulèvement de sable accompagné par un vent tout à fait de sud, il a fait remonter toutes ces particules de sable et il y a eu un déversement et un débordement de ces particules accompagné d'une chaleur aussi sur les régions côtières, en particulier les régions côtières du centre du pays. On a enregistré tout de même des températures sur l'Algérois qui ont dépassé les 40 degrés Celsius. C'était vraiment exceptionnel. Et donc c'est un temps qu'on a l'habitude de retrouver, vous disiez, au mois de septembre et février ?
Je disais qu'on le vivait plutôt auparavant. Donc, on est en train de vivre réellement l'impact des changements climatiques. On le voit d'une manière très, très claire. Donc, ce type de situation, autrefois, on le vivait le mois de février. Ça fait quelques 5 ans, on le vivait tout de même le mois d'octobre. Et actuellement, on le retrouve un début de mois de septembre. J'insiste aussi que cette situation, elle va persister sur les régions de l'Est. C'est très important de dire que Tizi Ouzou, Bjéji, Jelskik, Da'ana, Bapaf restent toujours sous l'influence de la masse d'air qui est d'air chaud et aussi des températures qui ont dépassé localement les 42 degrés sur ces régions. On risque d'avoir quelques particules de sable en suspension, mais ce n'est pas aussi intense que ce qu'on a vécu hier. Très bien, très bien. En tout cas, avec ces bouleversements climatiques, on le voit, ça s'est donc ressenti un petit peu partout dans le monde, avec quelques inondations aussi dans certaines régions d'Europe déjà. Exactement. Donc, comme je disais, on sent que réellement le climat est en train de changer. On est actuellement aussi en train de voir des feux de forêt qui étaient vraiment très importantes et qui ont intéressé presque tous les pays du bassin méditerranéen. Aussi des températures caniculaires, des températures qui ont dépassé l'heure normale et la moyenne aussi du mois. Donc, réellement, et surtout cette année, on sent vraiment qu'on est en train de vivre l'impact de ces changements climatiques. Eh oui, malheureusement. Donc vous êtes là, vous serez là, vous et toutes vos équipes du centre de météorologie donc de Dal Beida, pour essayer donc de surveiller et prévenir quand il faut prévenir avec des bulletins spéciaux, bien entendu. On est à votre disposition, on est présent sur notre site web à partir de la vigilance parce que cette situation météorologique, Météo Algérie l'a prévue, elle l'a prévue par des alertes niveau 1 et ensuite des alertes niveau 2, c'est-à-dire on est passé même au BMS, BMS canicule, BMS vent, BMS aussi vent de sable. Donc ce que je demande au public aussi, c'est de rester vigilant, rester toujours à l'écoute de Météo Algérie avec les bulletins qui sont actualisés suite à l'évolution du temps. Très bien. Merci beaucoup, Madame Houaria. À très bientôt et bon courage à vous. Je sais que vous avez une réunion à l'instant, donc allez-y et à très très bientôt. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous aussi. Merci. Voilà. Et le travail qui est continué aussi à être donc fait par vous, par toutes vos équipes, nous bien sûr. Les informations, voilà. C'est eux qui nous donnent les informations. Et vous êtes le relais pour le téléspectateur. Voilà. Merci beaucoup, Amel. Bonne journée. Merci encore une fois. Et puis on vous retrouvera bien sûr à midi et 19h. Pour d'autres bulletins météo. On continue, on commence tout juste notre émission, alors avec bien sûr une belle chanson pour débuter la matinale. Chef Herbaou, c'est pour vous et on se retrouve juste après. Là, en attendant de bientôt le recevoir, Inch'Allah, sur nos plateaux, Chef Herbaou, vous avez pu apprécier ces rythmes-là. Eh bien, on va parler de nutrition tout de suite. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Nous allons voir ce qui peut booster notre système immunitaire pour éviter donc d'être contaminé, pour en tout cas être bien préparé si jamais vous allez être contaminé par ce fameux virus. Eh bien, pour nous en parler, nous avons ce matin un nutritionniste sur notre plateau, Toufir Lossif. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci à vous. Eh bien, on est content de vous recevoir comme à chaque fois. On parle donc de régime alimentaire, de nutrition, de comment s'alimenter. C'est vrai que ces derniers temps, avec cette pandémie, c'est une pandémie mondiale, donc beaucoup de gens sont restés cloîtrés chez eux pratiquement quand il y avait donc ce confinement. Donc, ils étaient stressés. Absolument, absolument. Confinés, pas d'exercice physique, pas de marche quotidienne, pas de course. Donc les gens ont peut-être pris un peu de poids pour certains. Effectivement, ça a cassé tout le rythme de vie finalement. Et les gens donc sont confinés. À partir de là, donc les gens qui sont habitués à faire un peu d'activité physique, donc voilà, donc ça s'est arrêté. Il y a une surconsommation alimentaire parce qu'il y a un stress intense avec ce qu'on entend, ce qu'on voit, donc l'influence un petit peu extérieure. Donc ça crée un stress. Et comme on sait pertinemment que le stress, pour le réconforter, il faut du sucré, du salé, du gras. Quelquefois, c'est le contraire. Chez certaines personnes, c'est là où ils mangent le plus, et chez d'autres, ils s'arrêtent de manger. Tout à fait. Chez les angoissés, ceux qui sont très angoissés, généralement, il y a une perte d'appétit. Mais chez les gens un peu sensibles psychologiquement, ils sont beaucoup plus pour une consommation accrue alimentaire. Voilà.
Et bien sûr, la boulimie après, qui nous guette. La boulimie, après, donc, on rentre dans un processus qui ne se termine pas. Il y a une surconsommation, après il y a une certaine forme de frénésie alimentaire. Après, on rentre un peu, entre parenthèses, dans une forme de boulimie. Ouais. Mais généralement, c'est pas une boulimie pathologique. Ça reste une boulimie un peu réactionnelle, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a la peur de la mort, il y a la peur de la maladie. On entend parler un petit peu donc, de nos voisins, de nos amis, de notre famille. Il y a des gens qui sont morts et tout. Donc à partir de là, on perd un petit peu le fil alimentaire. Et oui, et puis en plus, manger, c'est toujours un plaisir. Ça fait toujours plaisir de se mettre à table et de se faire plaisir aussi quelquefois. Ce sont des plaisirs de la vie. Absolument. Mais il faut savoir aussi que l'alimentation joue un rôle très important dans la guérison des gens qui ont été atteints de la Covid-19. Voilà. Ça joue un rôle très important, déjà d'une part pour renforcer le système immunitaire et surtout donner une charge aussi à son corps. Donc bien manger est un élément fondamental. Alors, le processus normalement devrait commencer bien avant. Manger avant, pendant et après la Covid. Alors, les personnes, parmi toutes ces personnes qui ont eu justement contracté cette maladie, beaucoup disent qu'ils n'arrivaient pas à manger, pas à s'alimenter, pas d'énergie pour bouger déjà, et beaucoup ont perdu énormément de poids. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a des gens, ceux qui ont perdu le goût, l'odorat, avec des notions de vomissement, de nausée, il y a effectivement une perte d'appétit. Cette perte d'appétit engendre automatiquement une fente musculaire. Ce qui fait qu'on est un petit peu dans cette ratio de fente musculaire. Donc il faut une alimentation riche en protéines pour pouvoir un petit peu recharger, regalber un petit peu le muscle. C'est ça. Voilà. Donc, et puis, il y a d'autres personnes qui ont eu la Covid-19 et qui n'ont pas eu de soucis alimentaires, peut-être d'autres problèmes. Peut-être d'autres problèmes, des frissons, des sueurs, de la fièvre, des problèmes colopathie, mais qui n'ont pas eu de perte d'appétit. Eux, par contre, ils peuvent manger de façon équilibrée. Voilà, tant mieux, parce que vraiment, quand on perd l'appétit, ça devient problématique. C'est très difficile de réapprendre à s'alimenter. Tout à fait, parce que, alors, il faut savoir que tout problème viral, ça se prépare bien avant. C'est pas que quand on tombe malade, c'est là où on commence à prendre des aliments qui sont riches pour renforcer le système immunitaire. Bon, après, on doit le faire. On doit le faire, mais quelqu'un qui a mangé correctement, de façon équilibrée, de façon diversifiée, il y a moins d'impact, on va dire, il y a moins d'impact par rapport à son physique, à son système immunitaire quand il tombe malade. Et il y a de bonnes réserves, on va dire. Il y a de bonnes réserves. Après, c'est pas parce qu'on ne s'est pas préparé que c'est foutu. Non, c'est pas vrai. Après, on revient un petit peu d'une façon beaucoup plus équilibrée, on remange pour un petit peu reconquérir un petit peu ce système immunitaire qu'on avait perdu bien avant. Exactement. Alors on va voir en images comment est-ce qu'on propose aussi à des personnes donc, de comment s'alimenter, comment aussi prendre des vitamines, parce qu'il a été recommandé de bien booster donc, son organisme avec des vitamines. Et bien on va voir, notre journaliste Jazia Bayou s'est penchée sur le sujet. Regardez, elle a rencontré aussi une nutritionniste. Regardez, on se retrouve juste après. De notre corps de tous les maux. L'immunité naturelle, c'est les moyens de défense naturelle du corps humain. On a l'immunité innée et l'immunité acquise. D'accord ? L'immunité innée, c'est les premières barrières de défense naturelle. On a par exemple les larmes, la peau, etc. Et l'immunité acquise, c'est ce qu'on appelle en même temps, c'est le système immunitaire humoral, là où les cellules immunitaires interviennent, comme les lymphocytes, les globules blancs, ce qu'on appelle communément les globules blancs. Et on a aussi les anticorps. Donc ça, c'est le système immunitaire. Mais que faut-il faire pour le renforcer ?
Il faut bien manger équilibré. Mais comment faire ça? Il faut manger des aliments de bonne qualité. Premièrement, les fruits. Donc, on a minimum 2 portions de fruits par jour. Optez pour les aliments qui sont riches en vitamine D, comme je l'ai déjà cité, les aliments gras. Donc, tout ce qui est beurre, pas la margarine et pas le semen, qui sont des graisses hydrogénées, donc le vrai beurre. Vous avez aussi les fruits secs oléagineux ou les fruits à coque, comme les cacahuètes, les amandes, les noix, etc. Ça aussi, c'est riche en vitamine D, mais surtout les œufs. Aussi, il faut consommer les aliments qui sont riches en magnésium. Donc, pour le magnésium, il y a beaucoup d'aliments, surtout le chocolat noir, le cacao. On l'aura compris, pour avoir une bonne santé, il faudra donc renforcer son système immunitaire. Mais que faire pour éviter de l'affaiblir? Il faut éviter le stress. Ça, c'est important et je le lis directement à l'alimentation parce que les études ont prouvé que plus la personne elle est stressée, le stress il affaiblit le système immunitaire. Même si on mange bien, ça veut dire qu'on n'est pas carencé en vitamine D, on n'est pas carencé en vitamine C, on fait nos cures, zinc, magnésium. Le magnésium qui intervient aussi dans plusieurs réactions immunitaires. Le système il est automatiquement affaibli. Les aliments à éviter, premièrement, c'est les sucreries. Donc, tout ce qui est sucre raffiné. Il y a des personnes, même mes patients me demandent parfois si le sucre brun, il est bon pour la santé, est-ce qu'il est régime, diététique, on va dire, c'est les appellations communes. Alors, je dis que non, contrairement à ce que les gens croient. Donc, le sucre brun, il n'est pas un sucre de bonne santé, c'est encore pire que le sucre blanc. Blanc ou brun, il a les mêmes... En fait, c'est le même apport calorique, mais ce n'est pas la même qualité nutritionnelle. Pourquoi? Le sucre blanc, c'est du sucre raffiné tout court. Mais le sucre brun qui se vend, qu'est-ce que c'est? C'est le sucre blanc qui a été caramélisé, ça veut dire coloré au caramel. Donc la caramélisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère des radicaux libres qui sont hautement cancérigènes. Donc là, on va passer à autre chose, à un autre problème. Donc non, le sucre brun, il n'est pas un sucre pour la bonne santé. Malgré toutes ces recommandations médicales, certaines personnes, surtout les plus jeunes d'entre elles, affectent inconsciemment le bon fonctionnement de leur système immunitaire par leur mauvaise hygiène de vie. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour prendre soin de mon système immunitaire, je fais du sport, je reste actif, j'essaie de bien manger, bien choisir les aliments que je mange. À la maison, nous avons tous contracté le coronavirus. C'était vraiment difficile, mais fort heureusement, nous en sommes sortis indemnes, grâce à Dieu et surtout grâce au renforcement de notre système immunitaire. Et avec la rentrée scolaire, justement, est-ce que vos parents insistent justement sur le... Oui. Qu'est-ce qu'ils font justement pour renforcer votre immunité? Est-ce qu'ils vous donnent des fortifiants, des vitamines? Qu'est-ce qu'ils vous donnent? Du vitamine C, les matins, chaque jour. Voilà, des fruits avant chaque repas. Et puis voilà, on fait du sport. Voilà. Et nous, on va vous donner quelques régimes surtout et que manger, comment manger avec notre spécialiste, notre nutritionniste qui est là, Monsieur Loussif. On a pu voir dans le reportage, voilà, et l'explication de la nutritionniste avec bien sûr comment doit-on s'alimenter avec bien sûr le métabolisme de notre organisme. Je pense qu'elle a bien résumé, ma collègue, elle a bien résumé un petit peu par rapport au renforcement du système immunitaire. Mais il faut savoir, la nourriture que nous consommons influe directement sur notre ressenti et sur notre organisme. C'est ça. Voilà, ce qu'on mange, c'est ça notre organisme finalement, comment il suit. À partir de là, donc, on conseille aux gens de prendre de la vitamine C, du magnésium, de la vitamine D et tout. Ça, ce sont ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Ça veut dire compléments alimentaires. Voilà, on peut les prendre sous forme de gélules, de médicaments, et là, on peut les retrouver aussi dans la nature. Surtout, il faudrait qu'on reste un peu dans cette dynamique de manger sainement. Ça veut dire qu'il faut essayer un peu de puiser tous ces
ces compléments alimentaires un peu dans une alimentation plus équilibrée. À partir de là, on peut supplémenter, mais ce n'est pas le produit de base. Finalement, ce n'est pas la peine. Donc, alors, à partir de là, donc, il faut rester sur une alimentation très diversifiée. Il faut diversifier son alimentation, manger un petit peu par rapport à tous les groupes alimentaires, c'est-à-dire les lipides, les glucides, les protéines et tout ce qui s'ensuit. À partir de là, il faut rester sur tout ce qui se dit actuellement, mondialement parlant, sur une alimentation équilibrée. Il n'y a pas de super alimentation, il n'y a pas de sous-alimentation. Genre 5 fruits et légumes par jour? Absolument. Donc à partir de là, il faut consommer régulièrement des fruits et légumes parce qu'ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres. Donc ça, les légumes et tout ce qui est fruits et légumes, il faut en consommer régulièrement. Il faut consommer aussi des légumineuses et des céréales complètes, ainsi que des fruits à coque. Donc tout ce qui est céréales, les légumineuses, il faut en consommer assez régulièrement, très riches en fibres, chose qu'on consomme de moins en moins quand même. Tout ce qui est haricots, lentilles, pois cassés, pois chiches et tout ce qui s'ensuit, qui sont excellents pour blé, qui sont excellents pour la santé. Consommer beaucoup plus des céréales complètes que des céréales avec de la pâte blanche. Donc c'est beaucoup plus bénéfique. Et puis les fruits à coque. Pourquoi? Parce que par exemple, les noix, les noisettes et tout ce qui s'ensuit, ils ont de bons acides gras. Ce sont les acides gras insaturés qui sont bons pour le corps humain, d'une part. Ils renforcent les acides gras insaturés tels que l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile d'amande. À partir de là, donc, ils renforcent le système immunitaire et surtout réduisent l'inflammation. Et quand on sait pertinemment que la Covid-19, il y a un problème inflammatoire dans son processus, donc ça peut abaisser un petit peu, ça peut ralentir un petit peu son processus. On peut en consommer par exemple 4 ou 5 ou une petite poignée? Alors, on reste un peu. Moi, ce que je conseille toujours à mes patients, c'est de diversifier, mais rester un petit peu en petite quantité. Ça veut dire, quand je vous dis, il faut consommer des fruits et légumes. Les fruits, c'est pas que du raisin. C'est peut-être la période du raisin, c'est pas, il ne faut pas en manger 500 grammes ou 250. Il faut diversifier un petit peu de poire, une poire, du raisin, de la nectarine. C'est ça, parce que chaque fruit a ses propres vitamines. Voilà. Ça, c'est très important. Donc les fruits et légumes, il faut consommer les légumineuses, il faut consommer aussi tout ce qui est céréales complètes. Il faut consommer pour les gens qui ont perdu leur appétit lors de la problématique de la Covid-19. Ceux qui ont été touchés et qui ont perdu l'appétit, ils ont perdu aussi, il y a eu une fonte musculaire où je leur conseille aussi de prendre des protéines de la viande. D'accord. Des protéines de la viande régulièrement pour renforcer un petit peu le muscle. Très bien. Les viandes, alors c'est vrai qu'il y a les viandes blanches, rouges et le poisson? Alors, les viandes blanches, rouges et le poisson qui est très riche en oméga 3. Les viandes rouges, en fait, moi je conseille beaucoup plus de prendre les viandes rouges en post-Covid que les viandes blanches. Parce que les viandes rouges, ce sont les seules viandes qui contiennent du fer. Bien. Et comme le muscle a besoin de fer, donc il vaut mieux consommer un peu plus de viande rouge. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger de la viande rouge tous les jours. Non. Il faut alterner quand même. 2-3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Il y a les œufs, il y a d'autres protéines en parallèle. On peut prendre des œufs ou on prend aussi du poisson. Du fromage. Du fromage aussi. Il y a d'autres sources de protéines et de calcium, entre autres les fromages, les produits laitiers. Voilà, les produits laitiers qui sont bons quelquefois aussi pour le régime alimentaire, mais quelquefois qui peuvent aussi apporter des désagréments aussi pour certains côlons. Absolument. Donc tout ce qui est produits laitiers. Donc après il y a eu des écoles. Donc il y a toute une philosophie par rapport aux produits laitiers. Il y a des pays qui ne veulent plus prendre de produits laitiers. Parce qu'il y a un problème au niveau colique, au niveau du côlon, et surtout ça peut créer aussi des indigestions, ça peut créer aussi des problèmes de santé. C'est ça. Et surtout, il y a donc la consommation de fruits et légumes, il y a la consommation des légumineuses, des protéines. Alors,
quand on est confiné ou en post-confinement, généralement, il y a un stress. Les aliments de réconfort, c'est ce qu'on avait dit, donc c'est du sucre, c'est du gras et c'est du sel. Par contre, ces trois éléments, il faut peut-être réduire. D'accord. Il faut réduire un peu leur consommation parce que ça crée l'effet inverse par rapport au système immunitaire et par rapport à sa santé. Donc on ne va pas traiter Paul pour guérir Jacques, quoi. Donc voilà, donc du coup, il faut faire très attention, faire de l'activité physique régulièrement, ça c'est très important pour renforcer le système immunitaire. L'activité physique est un élément fondamental. Alors, la consommation aussi de sucre lent, comme par exemple les pâtes. Oui, tout à fait, de tout ce qui est... donc, c'est ce qu'on appelle des céréales complètes, la pomme de terre, les pâtes, du riz. Il faut consommer à chaque repas. Et de manière alternée. Et d'une manière alternée. Et les accompagnements sont aussi très importants. Très importants, absolument, très pour importants. Diversifier, que ça soit accompagné de fibres avec bien sûr ce genre de sucre lent. Absolument. Donc je pense que une assiette, on va dire une assiette équilibrée, c'est une assiette qui est composée donc d'un peu de protéines, donc des légumes, que ce soit crus ou cuits, donc voilà, et éventuellement donc des féculents. Les féculents, c'est le riz, les pâtes, voilà. Alors, on va terminer juste avec cette ces idées reçues en disant que le gingembre c'est très bon, en disant que les clous de girofle aussi c'était très bon pour la Covid-19. Est-ce vrai ou faux? Il n'y a pas eu suffisamment d'études. C'est vrai et c'est faux. En fait, il y a des super aliments qui renforcent le système immunitaire. Entre autres, il y a l'ail, il y a le curcuma, le gingembre, le thé vert et le chocolat noir. Ça, ce sont les super aliments pour le système immunitaire. N'oubliez pas aussi de prendre aussi les antioxydants, les pré- et les probiotiques. On n'en parle pas beaucoup en Algérie, qui sont des aliments qui sont extrêmement forts. Les prébiotiques, par exemple, les graines de chia, les graines de lin, l'ail, l'oignon, ce sont les prébiotiques. On peut en mettre comme ça dans les salades. Ce sont les prébiotiques. Les probiotiques, on les retrouve un peu dans tout ce qui est yaourt ou éventuellement le lait fermenté. Et après, les antioxydants donc, qui sont connus, vitamine C, vitamine E, voilà, donc le zinc aussi. Voilà, merci pour toutes ces informations. J'espère que le téléspectateur aura pris note ce matin pour comment bien s'alimenter, pour booster son système immunitaire et bien se comporter, bien sûr, avec la Covid-19 et avec Charles, bien sûr. Mais en tout cas, c'est toujours bon pour la santé de comprendre son métabolisme. Absolument, voilà. Absolument. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On me dit que vous avez le coucou donc, de la cage 14 des allobroches. Ben oui, je sais que c'est notre ami Yazid. Merci. Voilà. Les allobroches en plus de ça, il a dit l'ancien vieux nom de notre cité. Exactement. Absolument. Voilà, un reportage qui a été traité sur notre plateau et avec Yazid Mahidine en particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée et merci pour toutes ces informations. Merci à vous. On continue bien sûr à parler donc de santé avec ce reportage signé Meriem Damis qui nous fait donc nous propose de voir ce reportage, la campagne de vaccination du personnel du ministère des Affaires religieuses. Regardez, on se retrouve juste après. Comme tout Algérien conscient de l'importance de se faire vacciner, l'imam de la mosquée El Ghammama de Bourj El Kifen donne l'exemple en se présentant au niveau de ce vaccinodrome mobile, mobilisé au profit du personnel des affaires religieuses et des waqf. C'est grâce au vaccin que nous sommes protégés. Cela représente une protection pour nous et pour notre entourage. Le prophète, que le salut soit sur lui, a dit « Soignez-vous, car chaque maladie a son remède ». تداووا فإن لكل داء دواء وهذا سبب من أسباب العلاج والشفاء إن شاء الله. Nous avons organisé cette campagne à l'approche de la reprise de l'école coranique. Nous allons vacciner les apprenants qui rejoindront les classes coraniques ainsi que leurs enseignants. Une opération visant tout le personnel du secteur. Cependant,
les personnes de passage désirant se faire vacciner sont également les bienvenues. Je suis commerçant et je suis sûr qu'avec ce vaccin, je serai protégé et je protégerai mes clients. Nous sommes une association médicale qui compte à son actif une équipe médicale qui participe à toutes les opérations que nous organisons, en particulier les opérations de vaccination que nous effectuons 3 à 4 fois par semaine. Lancée il y a près de 10 jours, cette campagne nationale de vaccination, la plus grande du genre, a été dotée de tous les moyens. Les services de la santé, les hôpitaux et les différentes autorités chargées de la vaccination continuent leurs efforts, appuyés par des bus et des ambulances pour une rentrée scolaire et sociale en toute sécurité. Cette campagne se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, on parlera donc de vaccination et surtout comment justement accompagner cette rentrée scolaire dans de bonnes conditions, surtout sanitaires. Nous allons parler donc des enfants cette fois-ci avec un autre registre, celui donc de la psychologie. Aïda Machri est parmi nous. On la retrouve pour cette saison avec grand plaisir. Il fallait la faire rentrer en fanfare avec Zernadia, comme on dit, hein, n'est-ce pas Aïda? Bonjour. Je suis très contente, heureuse d'être parmi vous, mais voilà, vous me nourrissez. Hein, il y a plein d'énergie, c'est très positif. Et puis dans l'échange, la construction, tout ça, ça reste l'une de mes meilleures expériences. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. En tout cas, on partage ce sentiment avec vous et j'espère avec le téléspectateur qui, lui aussi, attend votre rubrique, attend régulièrement aussi les thématiques que vous choisissez pour peut-être accompagner certaines inquiétudes, on va dire, du téléspectateur vis-à-vis de leur, au sein de leur famille, au sein de leur cellule familiale. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va sûrement intéresser tous ceux qui ont des enfants peut-être, on va dire, de 13, 14, même beaucoup moins, 10. Beaucoup moins. Oui. L'addiction aux écrans. Et oui, ça s'est fait tout au long de ces vacances. Il y a eu de longues vacances cet été. Et ces enfants ont été donc très addicts à ces écrans. Moi, je crois qu'avant d'arriver à l'addiction elle-même, cette relation bizarre avec les écrans, ça nous pousse à bout, ça disqualifie un tout petit peu l'autorité parentale, ça crée un peu plus de conflits familiaux de plus en plus. Dans l'éducation, l'accompagnement des enfants, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'adultes qui se posent un peu la question, hein, est-ce qu'on a raison, tort, comment faire? On est tous à la recherche de la baguette magique. Eh oui, nous n'avions pas nos écrans, nous, à leur âge. Non, c'était très très différent. On était avec nos camarades, nos amis d'enfance, on s'amusait. Et puis c'était une autre époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont très doués. Pour ce qui est donc du digital, ils sont très réactifs et ils nous dépassent même. Mais je crois qu'il faut probablement redéfinir les choses autrement. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Wujidu fi zaman ghayr zamanina. Ça, on le dit dans toutes les langues et c'est un grand apprentissage. Comment on peut vivre la période ou le vécu de nos enfants autrement. Pas ce qu'on peut nous sentir, vivre à travers nos propres expériences. Ça, c'est les conseils qu'on peut donner. Mais vous savez très bien que chaque individu dans son développement, il va construire sa personne, son héritage. Et aller vers l'échange. Ce sont ces enfants-là qui vont vous communiquer certaines façons de voir aujourd'hui de la jeunesse pour rester d'actualité aussi. Et les parents doivent être aussi vigilants avec... Et c'est pour ça que probablement dans cet aller-retour comme ça, c'est important de pouvoir lire cette compétence qui est dans le vécu des écrans. Hein, on va dire, je l'appelle comme ça, mais souvent derrière ces écrans, de toute façon, dans les demandes d'aide, présentées aujourd'hui, que ça soit vers les collègues psy ou dans notre cadre de travail, ce n'est pas le tout venant. Ce sont des enfants soit précoces, soit avec des super doués, qui ont la force, une force extraordinaire de compétition, de s'inscrire dans un regard de héros, qui sont là derrière les écrans à nous offrir un monde, et un acharnement et une volonté de gain extraordinaire. Si on enlève un peu les volets pour mieux lire, hein, parce que le jeu ou les jeux tactiles, un peu ces jeux électroniques derrière les écrans, tout ça, offrent à nos enfants une force extraordinaire. Ils sont en train de nous rendre quelque chose dans laquelle nous, bien sûr, on voit le côté addiction, pourquoi ils n'arrivent pas à se détacher, tout ça. De l'autre, et ils sont là applaudis, derrière leur avatar, ils ont un moi extraordinaire, ils sont dans
apprentissage quelquefois. Hein. Quelquefois, ils s'inspirent de toutes les vidéos, des tutos qui existent sur le net pour pouvoir s'inscrire et trouver une vocation quelquefois. Oui, mais faisons attention. Je crois que l'ambiguïté, pourquoi ça devient dangereux. Voilà, pourquoi il faut vraiment accompagner ces mamans pour leur dire. C'est pas évident, il ne faut pas glisser rapidement les écrans vers les enfants parce que ça les prive du monde réel. C'est vrai. Ça les prive d'un processus de développement qui est donné dans les 5 sens. Si je donne, on va simplifier, si je donne une pomme à mon enfant, je lui demande de goûter, de palper, l'écran ne va jamais lui donner l'odeur, le goût, le tactile. Mais pomme, c'est pomme. Il va comprendre que c'est une pomme. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à nos enfants? On ne leur a pas donné la vraie dimension du réel dans laquelle il va développer les sens. C'est pour ça que probablement il est rapide. Hein? On voit l'intelligence sur les écrans. Mais il n'est pas rapide, il n'est pas doué dans la motricité fine pour dessiner. Il n'est pas doué pour écrire, que ce soit dans la langue arabe ou la langue française. On va dire, il n'a pas la force de pouvoir manipuler un stylo parce qu'il n'a pas la force d'accrocher. Il n'a pas la force de la pâte à modeler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un développement d'une motricité fine qui était dans le développement aussi affectif et dans la créativité. Il y avait quelque chose, une force extraordinaire pour pouvoir vraiment rêver, donner, s'épanouir. Maintenant, les écrans nous donnent l'inverse. C'est super coloré, c'est très rapide, émotionnel. Tu sais, il faut tirer là-bas, il faut courir. Voilà, on a à la recherche du gain, à la recherche de la réussite. Il y a quelque chose comme ça qui nous précipite vers un monde euphorique qui est très très fort. Quand on est en dit arrête, ben on retrouve pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle, pourquoi tu n'as pas brossé tes dents, ne touche pas ta sœur, tout ça. Il n'y a pas en contrepartie cette vie réelle, riche dans l'échange et dans la force que peut-être qu'on est demandé, nous, aujourd'hui, parents, de faire très attention, de pouvoir vraiment offrir à nos enfants ce monde, là où ils peuvent vraiment avoir la force de pouvoir s'identifier à quelque chose, c'est avoir la force de dire « je n'ai pas réussi, je me suis bagarré avec un copain, je n'aime pas ce voisin, mon cousin m'a fait ça, ceci, cela ». S'armer un petit peu pour pouvoir affronter le monde réel. Absolument, absolument. Et être sociétal, hein, non pas coupé du monde de la société. De l'autre, si on rentre un tout petit peu dans les dedans pour voir comment cette force cathartique, hein, c'est quand on rentre à l'intérieur des jeux, les enfants, vraiment, ils sont là à exploser une colère, une force, un jeu. Ils sont derrière la balle ou le jeu, avec quelque chose de l'intérieur. Il ne semble que dans leurs paroles, et je crois que c'est là où il faut vraiment lire, pourquoi ils sont en train de vider toute cette énergie à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a raté? Est-ce qu'on ne leur a pas donné un espace là où ils peuvent vraiment courir? Oui, courir derrière une balle, courir dehors, vraiment trouver... Avec des camarades. Voilà, pour pouvoir vraiment dire, est-ce que nous, on ne met pas trop de la pression? Vous savez, les parents qui sont là à cadrer, canaliser, on les écoute même pas. Hein. Ils ont beau nous ramener des vidéos pour partager des chansons, partager un peu leur vécu, tout ça, mais on écoute brièvement parce qu'on est nourri d'autres choses. Hein. On a beaucoup de choses dans notre vie quotidienne et professionnelle qui fait qu'on les écoute un peu mal. Est-ce que ça, c'est une fuite vers un enfant qui est plutôt dans un monde là où il est en colère contre nous, là où ça passe mal, ça passe peu, pour ne pas dire ça passe pas du tout, mais voilà, qu'est-ce qu'il est en train de vivre ailleurs? Je crois que l'inviter à mieux lire, est-ce que c'est une estime de soi de l'intérieur, un enfant qui est plutôt bien dans les jeux, mal nourri dans l'ordinaire, ou c'est une force en colère contre tout le monde? Et je ne vais pas vous raconter un peu le vécu des adolescents qui se multiplient. Surtout qui est vraiment pas très bon pour la santé, l'addiction, ça affaiblit bien sûr la vue, et si cette lumière bleue, on dit que cette lumière bleue va fatiguer d'autant plus et va empêcher donc l'enfant de faire de bonnes nuits, de sommeil, et on dit aussi que même il y a certaines études qui disent que ça peut aussi provoquer une certaine forme d'autisme. Oui, mais voilà. Tout ce qui est médical, scientifique, les recherches l'ont bien présenté. Et je crois qu'on attend vraiment un travail sur la société algérienne, les enfants algériens. Parce que ce qui est interdit de l'autre côté de la Méditerranée, pas moins de 3 ans, c'est vraiment
Les écrans, c'est mauvais. Voilà, il faut vraiment calculer les heures à 1 heure, 2 heures. Moi, je crois que nos enfants, 5 heures, 6 heures de jeu par jour, c'est vraiment rien. Mais pour eux, voilà, que les familles tolèrent, hein, on n'a pas cette information qui doit, nous professionnels, probablement qu'on doit faire l'effort de pouvoir instaurer vraiment le cadre et les règles pour leur dire, faites attention. On est en train de les bousculer, de les balancer dans un monde où les muscles du cou, du dos, le tactile aussi à travers un travail de main, il y a beaucoup de choses. On est en train d'user le corps infantile parce que tout jeune parce en que plein développement absolument. Alors si on se rapproche un peu de santé mentale, hein, je vais juste partager avec toi quelque chose. Nous, dans l'euphorie et dans le rire, il y a certains moments on dit voilà, stop, il faut qu'on redresse un peu les choses et on reprend. Ou dans la tristesse on dit c'est beaucoup, c'est énorme, ça déprime et on passe. Dans la fatigue aussi, on a comme l'impression que ça, on dit j'ai fait tellement de ménage qu'aujourd'hui j'ai le seuil de m'arrêter à la barre de dire stop. L'écran ne s'arrête pas. L'écran ne sait pas vous dire il applaudit, ça s'arrête jamais. Et puis voilà, l'enfant derrière ses émotions, derrière ce jeu, pourquoi on dit que c'est dur pour lui? Parce qu'il n'y a pas l'arrêt, il n'y a pas de stop, il n'y a pas quelque chose qui peut vraiment le freiner pour dire que dans l'émotionnel c'est trop triste pour lui, ou c'est trop fort, ou c'est trop profond, ou ça le secoue vraiment de l'intérieur. Et cette manière de ne pas s'arrêter et de ne pas stopper fait que le cerveau se fatigue un peu plus. Nous adultes, si on ne veut pas faire la vaisselle et on le fait tellement et on est fatigué, je parle comme ça, une maman simple, voilà. Si on la force encore à faire, il y aura une tristesse, il y aura une colère, une agressivité, une anxiété, tout ça. Nous, par contre, dans les réactions de l'enfant, on reste vraiment indifférent. Et on a comme l'impression que ces réactions ne veulent rien dire. Il faut juste s'arrêter et puis voilà, si il exagère un tout petit peu, on peut le punir encore avec une claque. Faisons attention, c'est là où on bousille un tout petit peu quelque chose qui est de la santé mentale de l'intérieur. Bousiller, alors bousiller un muscle, ça se voit. Hein, bousiller un muscle, voilà, dans le regard, c'est visible. On comprend un tout petit peu l'impact. Mais le mental? Ah, c'est très pénible parce qu'on ne peut pas faire un marche arrière. Redresser les choses, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite une écoute particulière. C'est vraiment nos mamans, les grands-mamans, les gens qui ont partager le vécu de l'enfant, qui ont une grande expérience dans l'éducation des enfants, savent le lire. Ils disent il va mal, il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas comme d'habitude, vous le sentez. Voilà, et vous savez, les grands-mamans savent dire aux parents, les grands-pères aussi, hein, attention, il est triste, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a mal dormi, il n'a pas mangé? Qu'est-ce qu'ils ont lu? Ils ont lu quelque chose, là où on est dans le face-à-face et dans l'autorité parentale, permettez-moi aujourd'hui de le dire probablement, et dans cette difficulté de pouvoir stopper et de dire arrête, stop, on ne le voit pas. Parce que ça nous culpabilise à fond et ça met les parents en échec. On n'a pas su dire à nos enfants et leur expliquer comment ils doivent vraiment réagir, étant donné qu'il y a beaucoup de parents qui derrière leur propre écran, ils sont addicts eux-mêmes. Ils donnent des fois le mauvais exemple. C'est parce que c'est une autre révolution, c'est un autre monde, c'est une autre relation. Mais voilà, on va dire, faites attention. Là, on est au seuil des écoles, on n'attend pas le jour J. Nous sommes à une semaine presque voilà, donc on n'attend jamais le scolaire. jour J, on prépare. Il faut aussi faire attention parce que ça prend du temps. Quand on veut redresser les choses dans la santé mentale, dans le comportement, dans la relation humaine, ce n'est pas comme à la machine, ce n'est pas comme un ordinateur. On ne donne pas la consigne et puis on exécute. Non, il y a quelque chose, on va dire, ramasse tes jouets, mais c'est pas au tac qu'il va le faire. Ramasse tes jouets, on donne la consigne, on lui donne le temps, on explique, on place la barre et on le pousse à vraiment vivre les choses. Si on le bouscule comme ça rentre dans la colère, ça rentre dans la dynamique l'acharnement des deux côtés. Voilà, et des fois, par vengeance, ils ne vont pas le faire, pour disqualifier un peu l'adulte. Et ils vont s'aligner avec le père ou avec la mère pour disqualifier l'un ou l'autre. Et ils vont jouer un tout petit peu avec leur dynamique pour ne pas faire justement. Ils vont jouer avec les nerfs des parents. Absolument, absolument. Et je crois que ça, c'est les expériences personnelles de chaque famille. Chacun va
chercher son propre modèle pour pouvoir vraiment reprendre confiance donc, et relire les surveiller, choses. le mot donc d'ordre, on va dire, c'est surveiller ses enfants, surveiller bien sûr cette consommation, on va dire, des écrans au quotidien, essayer de surveiller, surtout de limiter, et bien entendu avec, comme pas d'autorité absolue, hein, c'est juste avec des conseils, avec un accompagnement, comme vous le dites si bien. Et partager. Il faut avoir un regard de l'intérieur, comment on peut changer, comment on peut vraiment voir les choses, qu'est-ce qui dérange, ne dérange pas, qu'est-ce qui devient dangereux pour pouvoir ne serait-ce que l'exprimer, demander de l'aide. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Aïda. On va dire bonne chance à tous les parents qui s'apprêtent à accueillir les enfants et surtout à les accompagner plutôt vers les bancs d'école. Ça sera donc le mardi prochain, Inch'Allah. Et puis on aura l'occasion de revenir sur cette thématique de la rentrée scolaire et puis parler d'autres choses parce que vous avez tellement travaillé durant cet été également avec les enfants donc, qui ont subi les feux, qui ont été traumatisés, vous avez beaucoup de choses aussi à nous raconter, à nous dire. On parlera bien sûr de cette thématique également. Merci Aïda, bon retour à vous parmi nous. Merci. Et bonne journée. Voilà, on continue, on va rester bien sûr dans ce monde aussi de monde animal. Cette fois-ci, on va vous inviter à suivre ce reportage, le zoo du Jardin d'Essai. Oui, c'est une belle aventure et surtout à découvrir avec ses parents. Si vous allez faire un tour du côté du Jardin d'Essai, vous allez être passionné, ébloui par ces animaux, bien sûr, qui seront à votre proximité. Regardez. Nous sommes au parc zoologique d'El Hamma, où différentes espèces animales sauvages cohabitent harmonieusement dans un écrin de verdure sans égal. Kayla, une lionne âgée de 4 ans, qui était la star incontestée de ce jardin animalier, se voit voler la vedette depuis quelques semaines par son lionceau femelle. Kayla est maintenant âgée. À présent, c'est sa petite lionne Sophie qui est la star du zoo. Les vétérinaires tiennent à préserver sa santé en l'examinant régulièrement. Le centre d'attention les vétérinaires beaucoup plus. Dès 8 h du matin, Faisal commence son travail. Soigneur animalier au sein du parc zoologique, il se charge également de la préparation des menus pour les résidents du parc, un métier qu'il pratique depuis des années avec passion. Mon travail consiste à élaborer les menus et préparer les repas des animaux du zoo. Ensuite, chaque soigneur animalier vient récupérer le repas de l'animal qu'il prend en charge. Chaque animal a le régime alimentaire اللي يساعده واللي يولمو على حسب la saison اللي أنا فيها. Chaque animal a son propre menu qui change en fonction des besoins et des saisons, notamment lors des périodes de reproduction. Un régime dûment respecté par le cuisinier. Les animaliers يوجدوا l'alimentation تاع les animaux, l'animalier spécialisé dans la cuisine, les autres animaliers chacun son secteur. Au sein du jardin, les visiteurs pourront aussi découvrir des espèces rares. C'est un perroquet qu'on n'a pas l'occasion de voir partout. C'est une espèce très rare. Il est plus grand que les autres perroquets. Il a besoin d'un traitement et d'un suivi particulier. Après avoir été fermé en raison de la pandémie, le zoo du Jardin d'Essai d'El Hamma a réouvert ses portes, prêt à accueillir les visiteurs. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. De retour sur le plateau, on accueille notre artiste et pas des moindres, Nordine Hamouchi parmi nous ce matin. On l'accueille comme il se doit, comme à chaque fois. Ça fait plaisir de renouer aussi avec la culture, le monde de la culture. Il est parmi nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Algérie. Voilà. Marhaba bik. Artiste peintre, céramiste, avec surtout cette artiste dans toute complet, on va dire. Voilà, presque. entre guillemets, un artiste complet, un artiste plasticien si on veut dire. Oui, un artiste plasticien qui est passé par les Beaux-Arts d'Alger,
Je ne suis pas resté tellement longtemps parce que moi je suis un peu de la première génération. Je suis entré aux Beaux-Arts en 1981, 82, quelque chose comme ça. J'ai dû pousser parce que y a toute une histoire avec la famille et tout ça. Étant jeune, c'est un peu la joie de vivre et tout ça, la jeunesse. On se cherche on se souvent. Cherche. Puis après, j'ai créé. Et quand on a un esprit artiste. Voilà, c'est ancré dans les gènes. Du fait, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un peu familial, parce qu'on est un peu tous artistes quelque dans part. la famille. Oui. Votre sœur vous a beaucoup aidé. Et puis, j'ai créé mon propre groupe de musique à l'époque, un groupe de musique, dans le cabine, si on veut, voilà, d'où j'étais percussionniste à l'époque. Oui. Et puis après, c'est les Beaux-Arts, c'est beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis, vous êtes artiste. Voilà, c'est dans les sens. Je ne sais pas si c'est par rapport à la région de mes origines qui est à Sfoun. Qui a enfanté beaucoup d'artistes algériens. Journalistes, Arjaout, les frères Hilmi, tout à fait, et tant d'autres et tout ça. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Mais voilà, on est là pour l'art et la culture. Voilà, et vous avez toujours été très, très observateur. D'ailleurs, dans votre peinture, ça se reflète réellement. Oui, moi, le symbole. C'est un peu la symbolique qui nous a été léguée par nos aïeux, nos mamans, depuis quand même des millénaires. Je me suis fait... c'est mon cheval de bataille, si on veut. Parce que le signe, quand même, c'est comme... c'est une identité. C'est une identité quelque part, c'est un patrimoine ancestral, c'est notre Et nos ancêtres savaient, richesse, chaque symbole savait exactement à quoi il se référait. Il fallait s'entourer surtout des symboles de la nature. Et moi, c'est déjà j'ai écrit ce livre, j'ai publié ce livre Paroles de symboles, qui retrace, on peut trouver une bonne cinquantaine de symboles. Dans chaque symbole, il y a une signification. Une signification, mais ce n'est pas une signification approfondie où on retrouve tous les détails, parce que je suis pas ni archéologue, ni tout ça. Donc c'est une interprétation poétique. Voilà. Une petite poésie qui a un rapport avec notre histoire, nos coutumes, nos us, nos traditions, et qui a été écrit par ma frangine Hanifa Hamchi. Exactement. Qui est poétesse en même temps qui est conteuse, voilà. Donc c'est un travail familial en quelque sorte, voilà. Un travail familial qui vous a pris quand même du temps pour pouvoir rassembler ces symboles et surtout les travailler. Alors comme l'ont fait également vos aînés, comme le groupe Auchem qui avait fait toute une spécificité. Auchem c'est toute, c'est une philosophie, c'est une école quelque part. Bon, ils ont créé le groupe Auchem, c'est pour se démarquer un peu de ce qui a été de ce que l'État de l'époque les a forcés à faire. C'était par exemple les 3 révolutions, il fallait tout le temps faire avec le dessin, révolution agraire, Ils ont créé le groupe Auchem à travers les rupestres qu'ils ont vus dans les régions du Sud. Et à partir de là, on a retrouvé ce groupe Auchem qui a changé complètement la donne de ce qui a été fait auparavant pour authentifier un peu la peinture algérienne. C'est ça. Et donc il y avait avec eux Adnan, il y avait Denis Martinez, il y avait Adnan, il y avait Khadda, il y avait même Baya, il y avait tout un peu, peut-être même une quinzaine, quelque chose comme ça. C'est ça. Et puis vous, bien sûr, vous êtes venu avec d'autres visions, surtout de ces symboles aujourd'hui. Vous les utilisez sur vos peintures, vous en parlez, et ce livre a été vraiment utile pour tous ceux qui s'intéressaient aussi au dessin, pour pouvoir reprendre et reproduire ces symboles, pour pouvoir les comprendre, parce que ce sont des symboles qu'on retrouve partout dans l'Algérie, à travers la tapisserie, à travers la céramique, comme on est en train de voir d'ailleurs. On est en train de voir vos œuvres. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu... Moi, je suis polyvalent, je suis céramique, et j'utilise tous les supports qui me viennent comme ça, comme le sabon, comme... j'utilise même des choses que je récupère un peu partout dehors.
Et c'est ça un peu mon style. Voilà, alors on retrouve dans cet ouvrage, donc certains, donc la majorité des symboles, avec cette poésie qu'a accompagné votre sœur. Enfin, sur ce livre-là. Oui, sur ce livre-là. C'est une interprétation poétique. D'ailleurs, pour chaque symbole, Hanifa, elle s'est quand même elle s'est cassée la tête, non, mais elle a donné une petite poésie qui... Ça, c'est très beau. Ça, c'est l'oiseau, ce symbole. Voilà, symbole de c'est l'oiseau. le symbole de l'oiseau. Donc, il vole et survole les cieux. Il n'y a plus de distance entre lui et Dieu. Ouais. Bienvenue, de plein de sagesse, minuscule, mais l'intelligence vive, libre dans l'air, qui l'active. Il est le souffle et l'âme. Voilà, de la matière qu'il est. Très simple à lire. Très joli. Et à chaque symbole, il y a une, bien sûr, symbolique et un petit accompagnement. Voilà, filet de poisson et à chaque fois, graines. Voilà. Ce sont des symboles que vous allez tous retrouver sur des objets qui appartiennent peut-être à vos ancêtres, dans la famille, que ce soit sur une céramique ou sur un tapis. Oui, sur un tapis, sur un bijou, sur pas mal de supports. Alors ça symbolise la graine. C'est cela? Oui, c'est les graines de semences qui ont une grande importance chez la femme berbère. Ça, c'est symbole de vie. Comment est-ce que vous avez pu retrouver toutes ces explications? Vous avez cherché, vous avez fait un travail d'anthropologue alors? Justement, c'est par rapport... Moi, je me suis inspiré d'un ami de l'Algérie qui était contre la guerre d'Algérie à l'époque, Jean-Bernard Maroc, qui a travaillé à la SNAT à l'époque, la Société nationale des arts traditionnels. Très bien. Qui était céramiste, mais à un moment donné, il s'est intéressé un peu à la symbolique berbère de 3 ou 4 régions bien spécifiques, qui sont les Ouadial, Mahatra, une région du côté des Cheouif, les Aurès, et peut-être une autre au sud. Il a publié un livre sur les symboles méditerranéens, les années 76, voilà. Moi, je me suis inspiré de ce livre. Bon, je l'ai... D'ailleurs, il y avait un tirage limité. Moi, j'ai eu ce livre sous forme de photocopie. Voilà, j'ai photocopié celui. Je l'ai croqué, si on veut, parce que j'étais tellement en amoureux de ce signe. Parce que j'ai vu, moi, quand j'allais au bled, je voyais les femmes, comment elles tournaient. Donc, c'est à partir de là... Et comment elles décoraient leurs propres biscuits en terre cuite. Déjà, le rituel de ramener l'argile. L'argile, la travailler. Ah oui. C'est pas prendre... C'est beaucoup d'efforts, hein. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. C'est pas prendre la poterie, comme on le fait maintenant d'une manière industrielle. C'est tout un rituel. Il y a une période pour amener l'argile, une période pour le séchage, une période pour le modelage, une période pour la cuisson. La cuisson, tout à fait. Donc ça vient pas comme ça. Une belle jarre, quand on la voit comme ça, bien décorée et tout ça, c'est une des heures de travail. C'est des heures, c'est une puissance indescriptible. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est des recherches interminables qui ont abouti à faire ce livre. C'est des signes qui existent, c'est pas de la création. Bon, il y a une touche artistique quelque part, c'est normal. Il faut quand même essayer de contemporanéiser l'œuvre et le signe. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi j'ai pu avoir même des explications avec la revue africaine que les pères blancs de l'époque ont écrit sur la symbolique. Et un livre qui permet peut-être à d'autres chercheurs à peut-être approfondir les recherches. Et des artistes tout comme vous à pouvoir les utiliser de manière correcte. Voilà, c'est le but. Voilà, le but c'est un peu pour aider cette nouvelle génération. C'est tellement beau quand on connaît la symbolique de chaque forme et géométrie. Les artistes reprennent un peu ce qui a été fait dans le livre. Ça représente le soleil. Le soleil, c'est beau. Le soleil qui est très présent dans notre pays. Oui, c'est un pays. Donc forcément très présent sur les poteries, sur les tapis. Oui, la femme, qu'est-ce qu'elle utilisait comme ça? C'est tous les symboles qui l'entouraient de la nature, parce qu'elle était tout le temps dans les champs. Donc quand arrivait la période où il fallait faire de la poterie, elle représentait un peu tous les éléments de la nature, les oiseaux, l'herbe, les petits animaux et tout ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on a vu tour à tour quelques tableaux et œuvres que vous nous avez rapportés. Ça sera bien sûr lors de la vente dédicace. Vous allez présenter toutes ces œuvres pratiquement. Enfin, pas toutes les œuvres. Moi, j'ai appelé ça une rentrée culturelle. Voilà, c'est un peu donner un peu
d'énergie pour les artistes qui... Pour la reprise. Pour la reprise, avec le confinement, avec ce qui s'est passé, avec les incendies et tout. Les gens, ils ont besoin de s'évader. Donc moi, je me suis dit avec la galeriste de Azwar Galerie, oui. Amel, je lui dis pourquoi pas ne pas organiser une vente dédicace avec une ambiance déjà pour le partage, pour que les gens me sortent et tout ça, et découvrent un peu et le livre et les sacs. J'ai aussi fait, je vais mettre même en vente les tote bags. Oui, tote bag, oui, on les a vus d'ailleurs, hein, dans les images que vous nous avez rapportées. C'est votre aussi façon de véhiculer, faire véhiculer. C'est ce qu'on voit là. Voilà, c'est pas ma création. Oui. C'est un travail en commun avec une équipe de jeunes beaux-artistes. C'est Bodo Création, que je remercie infiniment. Et, ils sont un peu dans la maroquinerie, dans tout ce qui est sac et tout ça. Voilà. Moi, mon apport, c'était un peu le signe et tout ça. C'est ça. Et eux, c'est un peu toute la confection de ces sacs et tout ça. C'est un bel échange entre artistes. Oui, hein? oui, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense que l'artiste, il ne doit pas quand même travailler seul et rester dans son petit coin, à attendre. Donc, il faut faire bouger. Moi, je lance un appel aux artistes pour leur dire de faire sortir l'art dans la rue. Voilà. C'est ça. Et le faire véhiculer, c'est tout comme a fait Jahida Houadef également, un petit peu, c'est sa même démarche. Oui, j'ai beaucoup aimé, c'est un peu dans l'esprit et tout ça. Mais je pense que là, on n'a pas de limite. Voilà. Il faut essayer de... Maintenant, les gens, ils ont besoin de voir le beau, les couleurs et tout ça. Et je pense que c'est à l'artiste de véhiculer tout ça. Alors, pour donner envie aux téléspectateurs de venir le 16, 17, 18 septembre à la Azwar Galerie, à partir de quelle heure? Normalement, c'est les après-midi. C'est les après-midi. Disons 14 h. Voilà, vous retrouverez Monsieur Nardin Hamouche et ses œuvres, bien sûr, à la Galerie Azwar. On va voir toutes ses œuvres. Il nous en a ramené quelques-unes. Vous allez les voir à travers, bien sûr, ces images. On y va. Ces objets, vous allez les retrouver à Azwar Galerie à partir du 16 donc septembre, à partir de samedi. Il y aura le 16, il y aura 16, 17, du jeudi, vendredi, samedi. Voilà, jeudi, vendredi, samedi. On aura l'occasion, bien sûr, de venir peut-être vous voir, Inch'Allah. Bienvenue à tous. Il y aura de belles choses, il y aura de belles rencontres, il y aura beaucoup de partage. Ça sera une vente dédicace. Il y aura une très belle vente dédicace de cet ouvrage qui est très consistant. Je le dis parce qu'il peut
peut aider pas mal de Paroles de d'artisans, symbole. Voilà, paroles de symbole, voilà. Voilà, et comprendre aussi l'utilité, ce qu'ont fait nos ancêtres pour pouvoir véhiculer ces symboles Absolument, à travers notre culture, notre patrimoine, et bien sûr le faire rehausser à travers les couleurs que vous faites si bien. Oui, j'essaye, on essaye apparemment. Voilà. Mais en tout cas, on a été ravis de vous recevoir pour parler plaisir symboles, pour partagé, parler voilà, peinture. Espérons que d'autres artistes feront de même, parce que l'artiste, il a quand même un rôle à jouer dans la société. Dans la société, oui, donc l'artiste, il doit quand même, il doit faire bouger les choses en quelque sorte, voilà. Oui. Parce que sans l'art, il n'y a pas de vie pour moi, voilà. Voilà, la rentrée culturelle, on va la commencer avec vous, Nourdine Hamouche. En attendant de retrouver aussi d'autres artistes, en tout cas, ils viendront avec plaisir sur notre plateau. Nous-mêmes, on est heureux de renouer avec ces activités culturelles. Merci beaucoup, Nourdine Hamouche. Un dernier mot? Enfin, je remercie toujours Canal Algérie, plus particulièrement Bonjour d'Algérie, qui ne cesse de promouvoir un peu l'art et la culture algérienne à travers le monde, je dirais, voilà. Ouais. Et voilà, et bon courage pour la rentrée sociale, la rentrée culturelle à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on embrasse notre journaliste Nassiba Djaidir qui, elle, était toujours prête à vous recevoir sur notre plateau. On l'embrasse. Voilà, à très bientôt. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à suivre et apprécier ces rythmes du sud du pays avec le groupe Tikkoubawin.
De retour sur le plateau, on accueille ce jeune comme il se doit. C'est un jeune dynamique, je vous l'ai annoncé en sommaire. Il est là pour nous parler bien sûr de sa région et surtout de tout ce qu'il fait pour la culture, pour la société et pour l'apprentissage sur tout le territoire national. Parce qu'il vient souvent et il collabore avec le ministère de la Culture. Il s'agit de Hafid Choukri qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes donc membre de l'association Biskra Taqra, oui, c'est exactement. Je suis Hafid, président de l'association Biskra Taqra, et ingénieur en génie mécanique énergétique, Master 2, à l'Université Biskra. Aussi gérant entreprise en start-up, boîte de développement. Voilà, vous avez une entreprise dans une boîte de développement, c'est cela. Oui. Vous avez donc une start-up et vous encouragez d'autres start-up, d'autres jeunes à monter leur propre start-up. Vous êtes sur plusieurs registres. Quand on a pu parler avec vous, on s'est intéressé un petit peu à votre parcours. Vous êtes sur plusieurs registres. Là, en ce moment, vous êtes sur Alger pour un projet particulier autour donc de l'hackathon. Oui, exactement. Hackathon 17, cet événement, c'est la première fois en Algérie, à Biskra, Inch'Allah, 30 octobre et 1er novembre. J'ai pour le partenariat pour le ministre de la Jeunesse et de l'Agriculture. Cet événement, on fait les solutions, les problèmes dans quelques domaines, la sociale, la santé, la santé, etc. Parce que pour le moment, les solutions numériques de la jeunesse algérienne. Voilà. C'est mon produit algérien sec. Et vous êtes dans le domaine justement, puisque vous avez fait donc électronique, mais vous êtes aussi très porté sur Internet. Donc toutes les sociétés aujourd'hui ont besoin d'être bien accompagnées. C'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre en connexion plusieurs jeunes, plusieurs dans différents domaines pour pouvoir trouver des solutions, que ce soit dans le domaine de la santé, dans la société, pour la jeunesse, que ce soit aussi... Vous l'avez déjà fait avec le ministère de la Culture dans le domaine culturel. Oui. Mois avril passé, première un camp pour les startups culturelles en Algérie, qui fait parler de culture Moufdi Zakaria, pour la création des startups culturelles. Après, le résultat, on crée un premier incubateur pour les startups culturelles en Algérie. Inch'Allah, تكون في بسكرة. Inch'Allah. السياسة حتكون في بسكرة. Inch'Allah, في la fin de l'année هذه تكون Oui, on a eu l'occasion d'en parler. Justement, cette rencontre qui a pu donner plusieurs startups qui se sont intéressées dans le domaine de la culture, que ce soit pour la littérature, que ce soit pour les grands événements aussi culturels. Ça a permis aussi une réflexion à tous ceux qui veulent développer la culture ici en Algérie à travers donc, le numérique. On a pu les recevoir sur le plateau, on a pu échanger aussi avec eux. C'est ce que vous allez faire, mais par contre, dans un plus large domaine. Donc, la culture, la santé, un petit peu partout. Bien sûr. L'administration même. Ou bien, côté social, بزاف les domaines اللي يكونوا في هذه الهاكاثون دي زاد. L'essentiel, nous نكريو les meilleures solutions, les solutions numériques. Après, il va y avoir une sélection déjà. Bien, ça va commencer la semaine prochaine, samedi pour le site web hackathon.dz. Oui, tout le monde est au courant, vous l'avez mis sur le net. Oui, bien sûr. Tous ceux qui veulent participer doivent s'inscrire. Inscrire online. Oui. Après un traitement, après 10 jours. Oui. Les invitations, les gens qui viennent. Le traitement va être très difficile. Toujours. L'inscription في les événements قوموا بها يكون بزاف الغاشي. Et c'est normal et tant mieux. وانتم ديروا la sélection. Oui, bien sûr. الحاجة المليحة انه les encadreurs حيكونوا جزائريين. D'accord, les experts جزائريين. هنا في داخل الجزائر وخارج الجزائر. على رأسهم الدكتور مراد بوعاش responsable في société Yahoo في Silicon Valley. Aux États-Unis. Oui. Les experts du centre de recherche scientifique de l'université Biskra,
etc. Les experts. Des experts qui vont faire partie de ces sélectionneurs, on va dire. Oui, le comité de l'Igérie, etc. Oui, voilà. C'est très important parce que ça va permettre aussi de relever tout cet ensemble donc d'énergie et surtout de matière grise qui existe dans notre pays pour pouvoir trouver et contribuer à trouver des solutions efficaces, rapides. Bien sûr. الحاجه المليحه انه توجو اللجان في الجزائر كيشاركوا في لي كومبيتيسيون انترناسيونال توجو يكلاسيو في التخوا برومي بوركوا با نديرو كومبيتيسيون تاعنا لي برودوي تكون في الجزائر يستفيد بها الدول الجزائريه. Oui, vous parliez justement de ces compétitions qui se déroulent à l'international. Vous avez participé d'ailleurs à plusieurs d'entre elles. Vous êtes parti en Égypte, vous êtes parti aussi en Arabie Saoudite, je pense. Oui. Vous avez participé à des هاكاثون الحج. Oui. ان جروب بارتيسيبا في كومبيتيسيون اسمها هاكاثون الحج باش يكريو ان سوليسيون في لي بروبليم اللي كاين في الحج. aussi pour la prise en charge bien sûr des pèlerins. Bien sûr. aussi في كومبيتيسيون انترناسيونال تاع البروغراماسيون بروبليم سولفينغ في ايجيبت. Oui. 2019. Très bien. aussi une compétition. Et comment ça s'est passé? Vous étiez bien classé? Sixième. Sixième, très bien. Oui. aussi les compétitions problème solving كانت اونلاين international كانت في البرتغال l'année passée. Oui. C'est tout. Voilà, ça permet aussi aux jeunes Algériens de pouvoir aussi être confrontés à d'autres compétiteurs de par le monde ou نعرفوا chacun son niveau surtout. Oui, الحمد لله. الحاجة المليحة انه الجان الجيريان عنده كاباسيتي كبيرة بزاف شفناها في la solidarité. Oui, bien sûr. شفناها والحمد لله بينت انه كاين قدرة انه هذم اللجان يديروا حاجة كبيرة. وهذه الكومبيتيسيون حابين بان نكريو لي سوليسيون. Voilà, on voit l'adresse hackathon.dz en bas du tableau, comme ça les personnes qui ne se sont pas encore inscrites vont pouvoir le faire et participer à cet hackathon algérien, 100% algérien sur tout le territoire national et donner la chance à bon nombre de jeunes de pouvoir aussi évaluer leurs compétences, leurs connaissances et pouvoir trouver des solutions. Oui, exactement. Les formations fait cette compétition sur la page Facebook aussi, Hackathon DZ. Très bien. Sur Facebook aussi, on peut retrouver plus d'informations. Alors, vous travaillez avec le ministère de la Culture, vous travaillez aussi, le ministère aussi donc, des startups? Oui, bien sûr. Un partenariat كبريمير كامب pour les startups كان في بسكرة وكامب للستارت اب كولتورال كان في مفتي بالي لمفتي زكريا. Oui, comment ça s'est passé du côté de Biskra quand vous avez organisé cet hackathon spécialement sur les startups? كان في 2018 première expérience pour les startups. Qu'un camp pour les startups. On n'en parlait pas beaucoup encore autant. Oui. C'était encore nouveau. Oui, cette année مع الكومبيتيسيون هذه لي سوليسيون حابين نرجعوهم دي ستارت اب. هذوم لي سوليسيون نيميريك حاب نرجعوهم دي ستارت اب وهذا هو الامبورطون تاعنا في هذه الكومبيتيسيون. وفي لا كومبيتيسيون تاع بسكرا il y avait beaucoup de monde? Bien sûr. C'est-à-dire vous avez pu trouver ils sont devenus des startups elles-mêmes tous les compétiteurs? par exemple كاين دي ستارت اب حيكونوا كما يقولوا دي زيدي انوفاسيون يكونوا حاضرين باش نرجعوا دي ستارت اب وكاين دي ستارت اب يكونوا دو بارتناريا معنا في هذه الكومبيتيشن. Très bien. Des solutions innovantes à chaque fois pour aussi peut-être devenir des startups وانتم تعاونوهم تكونوا معاهم. Bien sûr. Exactement. L'objectif تاعنا انه هذو لي سوليسيون اول حاجه نخليو الميور سوليسيون. دوزيام ايتاب انه نكريو دي ستارت اب. تروزيام ايتاب انه نكملوا معاهم حتى اني تقريبا باش تدخل المارشي الجيريان. Très bien, sur le marché algérien. Et bien entendu, ça sera en tout cas bien perçu et bienvenu pour les administrations. Le côté santé, c'est vrai que on a beaucoup de choses à dire et à faire concernant la santé. On a eu beaucoup donc, de startups qui sont venus sur notre plateau pour donner des solutions concernant la gestion électronique, donc santé aussi. كاين واحد كلمتني مدام كنزة
pour la ministre de la Jeunesse, dans l'équipe partenariat cette compétition. Très bien. Alhamdulillah. aussi ولاد بسكرة عندنا partenariat في cette compétition. Très bien. وهذا حيكون حاجة مليحة لهذه الكومبيتيسيون. Voilà, et bien bravo en tout cas à vous. C'est donc notre amie Kenza Nchar qui elle s'occupe aussi de la jeunesse, qui s'occupe des associations, qui nous a mis en contact et en tout cas on la salue ce matin. Elle est aussi très heureuse parce que elle nous a parlé de vous en disant qu'il était très dynamique. Voilà, Allah Ibarak avec l'association Biskra Taqra. Oui, exactement. Voilà. En tout cas, bonne chance à vous pour cet hackathon. On rappelle l'information. C'est donc pour tous ceux et celles qui voudraient s'inscrire, vous pouvez le faire. Vous êtes partout sur toute l'Algérie, le territoire national. Oui. Vous pouvez vous inscrire sur hackathon.dz ou carrément sur Facebook. Hackathon.dz. Hackathon.dz. Aussi, on sélectionne 250 participants. 250 participants, c'est beaucoup. Et puis, bien sûr, il y aura la sélection. Après, il y en aura un peu moins. Et après, vous viendrez nous présenter ces startups. Peut-être. Peut-être. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, bonne chance à vous. Un dernier mot. Merci pour l'invitation. Aussi, merci Madame Kenza, الشتيان تاعها. وإن شاء الله يكون meilleure compétition scientifique إن شاء الله في Très bien. إن شاء الله في بسكرة. Voilà, et puis bien sûr que le meilleur gagne, comme on dit. Yatek Sahaf, Hafid Choukri, vous êtes le président de l'association Biskra Taqra, et puis bien sûr vous êtes venu nous parler donc de cette compétition, ce qui va regrouper bon nombre de jeunes donc de toute l'Algérie, hackathon.dz. À très bientôt. Merci. Bonne journée et bon retour. Merci d'être resté pour nous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Merci bien sûr à la Régie 7, toute l'équipe de la Régie 7. Et puis on vous dit bonne journée. On se quitte en musique avec Bella Bartok. Et à demain. Au revoir.